Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Bras de fer des films. Cette vidéo est en réponse cette fois-ci à une vidéo de Fun Regarder Film de Sébastien Bouchard où il énumère les 10 films qui l'ont le plus influencé dans toute sa vie. Et à la toute fin du vidéo, il me demande de faire la même chose. Et donc, voilà, c'est ma réponse. Fait que je vais y aller tout de suite. Numéro 10. That's Dancing. C'est un film de 1985 qui était en fait le troisième d'une série. Les deux premiers s'appelaient That's Entertainment 1 et 2. Ça datait des années 70, c'était des compilations, des films qui montraient des scènes de, des meilleurs films de la MGM, surtout des films musicaux. Le premier, That's Entertainment, focusait beaucoup sur les films musicaux, tandis que le deuxième était sur les films musicaux et sur les comédies. Puis la MGM a eu les meilleures comédies musicales pendant des décennies dans les années 30, 40, 50. Dans les années 70, c'était rendu pas mal mort, mais en 74, quand ils ont fait le premier That's Entertainment, ça a comme ravivé un peu la flamme, ça a redoré le blason de Judy Garland, de Fred Astaire, Gene Kelly, tout ça. Parce que c'est eux qui animaient That's Entertainment, ils animaient différents segments, puis on les voyait à leur meilleur jour dans les vieux clips des films. Ils ont fait la même chose en 76 et 10 ans plus tard, en 86, 9 ans plus tard en fait, ils reviennent avec That's Dancing, animé par Gene Kelly. That's Dancing focusait vraiment, vraiment juste sur la danse, moins sur l'humour et sur la comédie musicale en tant que telle. Donc c'était vraiment juste focusé sur la danse. Le film commence avec une sorte de genèse de la danse, comment ça a commencé dans l'histoire de l'humanité, mais surtout, ça arrive vite au cinéma. Fait qu'on arrive on tombe dans les films muets, dans les premiers films des années 1900, 1910, 1920, etc. On monte les décennies. Et on arrive dans les films des années 30 avec des grandes chorégraphies de la mort comme celle de Busby Berkeley, le grand chorégraphe et cinéaste. Et on tombe dans les films de ballet des années 40 comme The Red Shoes et tout ça. Et tout ça, c'est animé par des gens comme justement Gene Kelly, je cherche son nom, Samuel Davis Jr., Mikhail Baryshnikov, euh, enfin plein de monde. Et on nous amène jusqu'à West Side Story, ensuite le disco, Michael Jackson, etc. Fait que ça, moi j'écoutais ça en 85 quand j'étais jeune. La manière que ça m'a influencé, en fait, ça m'a ouvert beaucoup. J'avais quoi? J'avais 8 ans. J'avais déjà vu des comédies musicales, mais ça m'a ouvert à tout un monde, à toute l'histoire, en fait, des comédies musicales. Comédies musicales, c'était comme de lire un livre sur ce sujet-là, mais je le voyais, puis tu sais, des films compilation, j'en avais peut-être pas vu des tonnes, fait que là, ça c'était vraiment une grande révélation. En plus que c'était le premier film. En fait, dans That's Dancing, on a une scène du Magicien d'Oz, une scène coupée du Magicien d'Oz, qui maintenant se retrouve sur toutes les éditions DVD, Blu-ray, etc. Mais à l'époque, c'était la première fois que c'était présenté, et c'était la seule façon de le voir. That's Dancing existe en DVD et c'est un film que j'ai encore beaucoup de plaisir à regarder. C'est vraiment le meilleur du meilleur de la danse. Mais en fait, c'est mon opinion. Je n'essaierai pas de vous rentrer ça, de vous convaincre que c'est les meilleurs bouts de danse. Il en manque, c'est sûr, évidemment. En fait, il faut regarder That's Entertainment 1, 2, après ça That's Dancing, puis regarder aussi le troisième That's Entertainment qui a été fait en 93, je crois. Puis là, ça donne pas mal une bonne idée de c'était quoi le cinéma de la MGM à la grande époque. Numéro 2, The Rocky Horror Picture Show. Euh, Ce film-là a été une grosse influence. Je l'ai vu en 93, en novembre 93, je crois. C'était ou soit la fin octobre. C'était pour l'Halloween, c'était passé à Musique Plus. Il y avait des sous-titres en français faits à Musique Plus. C'était même des sous-titres en québécois, si on veut, avec des références très québécoises. Et ce film-là a été une claque là, monumentale dans ma face. Ça a été une révélation. Ça m'a marqué pour le restant de mes jours. Puis l'année passée, en 2013, j'ai eu la chance de pouvoir le jouer sur scène pour la première fois dans un show, pas un show d'audience participation comme on associe à Rocky Horror Picture Show d'habitude. Je veux dire, c'était pas un show où le film jouait derrière, c'était vraiment nous, on a monté la pièce,
Je fais partie d'un collectif d'acteurs. On a monté la pièce, on a fait des chorégraphies, tout ça, puis je chantais et je jouais Riff Raff, le maître d'hôtel, qui chante de Time Warp et tout ça. C'était un rêve 20 ans plus tard de vivre ça. Et donc, ce film-là, c'est ça, m'a accompagné depuis les dernières 21 années. Et c'est un film qui c'est simpliste à dire parce que son message à la fin, c'est Don't dream it, be it. Ne le rêve pas, sois-le. Mais c'était ça, c'était juste ça à la base. Ce qui m'a vraiment, moi, marqué, c'est qu'on pouvait être différent dans la vie, c'est qu'on pouvait être awkward. Tu sais, j'étais. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de mot pour awkward, je l'utilise souvent, mais c'est. Tu sais, on peut être plein de malaise, on peut être. Quand on est adolescent, on se comprend pas trop, on cherche sa place et on se trouve différent de tout le monde. Des fois, on a l'impression d'être un extraterrestre par rapport au reste des gens. Puis ce film-là me disait, OK, c'est normal de ne pas se sentir dans la gang ou d'être différent des autres, puis de ne pas trop se soucier du jugement des autres. Et ça m'a beaucoup influencé. N'empêche que je suis resté très, très timide et gêné. Mais ça va être ça pour le restant de mes jours. Je pense que c'est un combat qu'il faut que je mène tout le temps. Même en faisant ces vidéos-là, je suis extrêmement gêné. Mais c'est ça, c'est un film qui me disait, passe au-dessus un peu de ta timidité, essaie d'oser, même si j'ose pas à fond, pas autant que je voudrais, mais ose et c'est permis, c'est permis de ne pas être comme les autres. Numéro 8, le huitième jour. Là, j'avoue, là, c'était vraiment pas prévu, j'ai pas pensé du tout quand j'ai choisi, quand j'ai numéroté mes films. C'est ça, le huitième jour d'un film de Jaco van der Mael. Son deuxième film en carrière. Son premier était Toto le héros, quelques années auparavant. Puis il en a fait un troisième qui est Mr. Nobody, que j'ai pas encore vu, en 2011, je crois, 2010. Et c'est un réalisateur belge. Ce film-là est sorti en 96, si je ne me trompe pas, avec Daniel Auteuil et... ben, en fait, je me souviens plus c'est qui joue les autres acteurs. Je me souviens pas non plus qui est l'acteur qui joue avec lui, qui est un trisomique. Et c'est l'histoire d'un homme extrêmement pris par sa vie, par son travail, par le sérieux de sa vie et tout ça, puis qui voit plus aucun plaisir. Sa famille, sa femme l'a abandonné avec ses enfants et tout ça. Elle est partie avec les enfants. Puis, dans le fond, lui, en tombant sur un gars trisomique avec qui il va se lier d'amitié, mais ça va être extrêmement long avec ça arrive, il va se redécouvrir. C'est une histoire très très simple, mais c'est tellement bien réalisé, puis c'est tellement beau. Puis ce que ça m'a appris, c'est un peu comme The Rocky Horror Picture Show, c'est que faut pas avoir peur d'oser dans la vie. Puis c'est ça, mon combat, comme je l'ai dit, moi, c'est ma gêne, c'est ma timidité. Et les films qui m'ont souvent influencé, c'est souvent des films comme ça. Je veux dire, je l'ai pas mis dans ma liste, mais il y avait aussi Rudy. Il y a des films, tu sais, qui te disent, qui te poussent à aller plus loin, un peu comme des romans ou des chansons, peu importe, qui vont te dire, ben, n'aie pas peur d'oser, n'aie pas peur d'être différent, d'être qui tu veux être. Puis, ben c'est ça, tu sais, le huitième jour me disait, n'aie pas peur n'aie pas peur du jugement des autres. Puis c'est ça, c'était la même chose. C'était une belle leçon de vie. C'est un film hyper inspirant. Puis je le recommande vraiment à tout le monde. Là. Je pense que ça n'a pas trop vieilli. Puis ça reste que c'est un message universel qu'il y a là-dedans. Puis c'est ça. Numéro 7, Beautiful Girls. C'est un film de 96 ou 97, je crois. Ou peut-être même plus tôt que ça. C'est peut-être en 94, je ne suis pas sûr. Euh, c'est Ted Demy, le réalisateur, et je crois que c'est lui qui l'a écrit aussi. C'est un film qui m'a influencé parce que j'étais exactement... Mais quand je l'ai vu, en fait, pas quand ça sorti, mais quand je l'ai vu, qui est peut-être quelques années plus tard, aux alentours des début 2000, 2002-2003, quand je l'ai vu la première fois, j'avais à peu près le même âge que les personnages. Et c'est un film qui parle de gens dans la mi-vingtaine, la seconde moitié de la vingtaine, en fait. Puis, ça raconte l'histoire d'un gars qui retourne dans sa ville, la ville où il a grandi, tout ça, après avoir passé quelques années en tant que jeune adulte sur le marché du travail à New York, je crois, en tout cas dans une grande ville, puis il essayait de faire sa marque comme artiste, comme dans ce cas-là, c'est un musicien. Il revient dans sa ville, puis là, il remet les choses un peu, il revoit un peu, il recalcule un peu les choses dans sa vie, il réévalue, c'est ça, les différents éléments de sa vie, puis c'est ça, moi je l'ai vu à ce moment-là, puis c'était la même chose pour moi. Je disais, j'étais parti pendant plusieurs années, ben, quelques années en fait, dans une grande ville, on s'entend. Pour moi qui arrivais du Saguenay, j'étais allé à Québec là, pendant 4 ans. Pour moi, c'était une grande ville. Puis je suis revenu chez mes parents, puis là, ben, c'est ça, tu sais, j'avais 25, 26 ans quand je suis revenu.
Puis c'était le temps de réévaluer les choses. Puis ce film-là est comme arrivé pile dans cette période-là de ma vie. Puis ça, c'est pas, je me suis tellement reconnu dans le personnage principal, puis dans d'autres personnages aussi. Puis surtout que je reconnaissais beaucoup de gens que je connaissais, de mes amis d'enfance et tout ça. Puis il y avait toute cette réflexion-là qui était, toute la réflexion que le film apportait qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et je sais pas, ça fait des années que je l'ai pas vu, fait que je pense qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai 37, bientôt 38, je sais pas si le film me touchera autant parce que je suis plus dans ce mood-là, dans cet état d'être, état d'esprit-là. Mais, euh, mais ça reste que si vous êtes vers la fin vingtaine, c'est sûr que le film a vieilli, là, c'est sûr. C'est un film du milieu des années 90, ça a vieilli en termes de musique, de technologie, etc. Mais n'empêche que les performances sont très très bonnes et ben, notamment Nathalie Portman qui a eu de grandes accolades pour ce film-là. C'était tout de suite après Léon, je pense, le professionnel. Puis elle avait 15, 16 ans, puis elle joue une fille de 13 ans qui est plus mature pour son âge et c'est vraiment un de ses plus beaux rôles en carrière. Même chose pour Uma Thurman qui joue là-dedans un excellent, un de ses plus grands rôles aussi. Même si c'est pas un rôle qu'on voit tout le long du film, ça reste que c'est un personnage qui marque. Puis c'est ça. Mais la plupart des acteurs là-dedans sont vraiment, vraiment bons. Il y a plusieurs qu'on a revus par après. C'est un bel ensemble. Puis je sais pas, moi, ce film-là me donnait envie de pleurer quasiment à chaque fois parce que ça te fait. Quand tu as 26, 27, 28 ans, tu vois ce film-là, tu réévalues un peu les divers éléments de ta vie, puis tu fais. Ouais, tu sais, je suis rendu là où je voulais être, puis c'est là que les personnages c'est ça, tout le film, toute l'ambiance tourne autour de ça. Fait que moi, à ce moment-là de ma vie, ça m'a beaucoup marqué. Et ça reste un film que je chéris beaucoup. Numéro 6, An American Werewolf in London, Le Loup-garou de Londres, que j'ai vu. Moi, je dis tout le temps que je l'ai vu vers l'âge de 5 ans. Il est sorti quand j'avais 5 ans. Fait que je l'ai peut-être vu à l'âge de 6 ans, mais vraiment pas vieux. J'étais pas vieux quand j'ai vu ça. Puis, c'est le film qui. La manière qui m'a influencé, en fait, c'est le film qui a starté mon amour pour le cinéma d'horreur, conjointement avec le vidéo de trailer de Michael Jackson, réalisé par le même réalisateur et par la même équipe d'effets spéciaux et tout ça. Donc, les films sont ex aequo dans mon. Mais en fait, Trailer n'est pas un film, fait que c'est pour ça que je ne l'avais pas inclus officiellement dans mon compte. Mais c'est ça, Le Loup-garou de Londres m'a donné le goût de voir d'autres films d'horreur, même si ça m'a foutu la trouille à l'époque. Et ça a comme allumé quelque chose, une étincelle dans ma tête. Puis c'est la même chose avec Trailer. Là, mon amour des zombies, puis de Romero et tout ça vient de Trailer. Puis, ben c'est ça. C'est pas un. C'est pas. C'est un film qui a drôlement vieilli, puis c'est un film qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il veut être. Est-ce qu'il veut être une comédie ou un film d'horreur? C'est un drôle de mélange, puis il y a beaucoup de défauts et beaucoup de qualités aussi. Ça reste probablement le meilleur film de loup-garou, selon moi. Je suis pas un gros fan de Howling, puis en tout cas, il n'y a pas grand film de loup-garou qui peut accoter le loup-garou de Londres, mais en tout cas, c'est débattable. Là. Je me partirai pas une guerre dans cette vidéo-là, mais non, c'est ça. Son influence sur moi, ça aura été de partir mon amour des films d'horreur, puis c'est une longue histoire d'amour qui se continue, puis qui se continuera probablement tout le temps. Numéro 5. Rocky 4. Ça a l'air super naïf, là, super niaiseux. Rocky 4 n'est pas un très très bon film, mais on parle de films qui m'ont influencé. Puis plus je vieillis, plus je me rends compte que ce film-là m'influence de différentes façons. Tu sais. Euh, je pense qu'à l'époque, ça a comme implanté l'idée, parce que dans ce film-là, c'est là qu'on voit Rocky faire le plus d'excès de richesse et tout ça. Puis je pense que ça m'a beaucoup influencé à voir le mal dans, dans la possession d'objets, que ce soit les robots, le gros château. Même si c'était super attirant, là, quand j'étais jeune, j'avoue que c'était super attirant quand je voyais ça dans le film. Mais il n'empêche que je suis pas quelqu'un de matérialiste tant que ça, ni malgré que je vous montre mes DVD, là. C'est pas tous mes DVD. Mais, non, tu sais, ça reste que c'est un film qui m'a appris à pas trop être orgueilleux, parce que Rocky là-dedans, en fait, surtout Apollo. Apollo est très, très orgueilleux. Et, mais c'est ça, il y a toutes sortes de valeurs super enfantines. On s'entend, là, c'est vraiment pas un bon film. Mais pas un bon film dans le sens classique et tout ça, mais c'est un film vraiment le fun à regarder.
Mais ce que je voulais dire, en fait, on nous apprend aussi un genre je pense que résilience, c'est peut-être pas le bon mot, mais quand Rocky va s'entraîner en Russie, dans une petite cabane, dans la neige, tout ça, c'est là qu'on apprend que tu n'as pas besoin de toutes les technologies, puis les machines, etc., pour apprendre pour pouvoir t'entraîner, pour pouvoir faire sortir le meilleur de toi-même. Tout ça, tu l'as dans toi, tu sais. Euh, Puis c'est ça, tu apprends un peu dans ce film-là la simplicité volontaire, si on veut. C'est drôle parce que je suis devenu un coureur dans les 2 dernières années et me mets souvent penser à Rocky, tout ça, quand je cours dans la neige, mettons, puis que j'entends beaucoup de gens qui disent, moi, j'aime pas ça courir dans la neige, puis je préfère aller courir au gym. Puis moi, non, je m'amuse comme un enfant à courir dans la neige, puis tu sais, même si le terrain est vraiment pas plat, puis c'est beaucoup plus dur de courir dans la neige, n'empêche que j'ai beaucoup, beaucoup de fun, puis je pense à Rocky, puis à quel point que lui, pour arriver à ses buts, il a fallu qu'il force, il a fallu qu'il se batte dans la neige, il a fallu qu'il, tu sais, je veux dire, qu'il se batte contre la nature et tout ça, puis c'est ça c'est là que je puise mon inspiration. Et les chansons de Rocky 4, toute la soundtrack qui est vraiment euh, excellente pour faire du sport. Fait que, non, il y a différentes leçons qu'on peut tirer. Je suis peut-être pas clair là-dessus, mais n'empêche que si vous l'avez vu, si vous avez vu à l'époque, quand vous étiez jeune et tout ça, vous me comprenez probablement. Rocky 4, tous les petits garçons des années 80 l'ont vu et on en a tous tiré plusieurs leçons, j'en suis certain. Numéro 4, Harold et Maude. Un film des années 70 qui m'a beaucoup influencé dans le sens où c'est un film, encore une fois, qui nous apprend à se foutre un peu de l'opinion des autres et à continuer d'avancer malgré le fait qu'on se trouve bizarre, différent ou seul ou déprimé ou peu importe, de ne pas se laisser abattre par le regard et le jugement des autres. Ça revient souvent, comme j'ai dit, dans mon top. Et c'est ça, c'est un film sur le positivisme, sur un certain amour de la vie, avec on a un personnage d'un côté qui fake son suicide à plusieurs reprises, juste pour, un peu comme lancer des appels à sa mère, mais des appels à l'aide, mais sans pouvoir l'exprimer autrement que de faire semblant de se suicider, ce qui fait freaker sa mère. Donc, on a ce jeune personnage-là de début de la vingtaine qui se sent pas bien dans sa peau et qui n'a pas d'amis, aucune vie sociale, etc. Euh, Puis on a cette vieille aux alentours de 80 ans qui, à l'approche de la mort, voit la vie d'un œil tellement amusé et qui va apprendre à ce jeune homme à voir la vie autrement, à sa manière à elle. Puis tout le long du film, toute la soundtrack est parsemée de chansons de Cat Stevens et ça m'a influencé aussi dans le sens où j'ai un amour inconditionnel pour Cat Stevens et sa musique et c'est souvent, comme je dis, le seul chanteur que je pense pouvoir imiter pas pire. Fait que quand j'ai l'occasion de chanter du Cat Stevens, je le fais aussi souvent que possible. Et non, c'est ça, tu sais, je m'amuse avec ce film-là. C'est un film qui, pendant des années, je l'écoute moins ces temps-ci, parce que je suis quand même assez bien dans ma peau, mais dans la vingtaine, quand j'étais beaucoup à la recherche de moi-même et tout ça, c'est un film qui, si je me sentais un peu déprimé ou juste le moindrement ça filait pas, là, ben je le mettais, puis ce film-là me mettait de bonne humeur. Fait que c'est cela. Numéro 3, Fried Green Tomatoes. Connu au Québec sous le titre Le secret dans la sauce. C'est un film que j'ai vu au cinéma, puis qui m'a marqué de différentes manières. Dans le fond, je pense que ce film-là, moi j'ai toujours été attiré par les histoires de femmes au cinéma, les films qui racontent, c'est ça, des films qui racontent soit des histoires de femmes ou des histoires racontées par des femmes, d'avoir leur point de vue et tout ça. Et j'étais moins intéressé. À l'époque du Secret dans la sauce, c'était aussi, si on arrondit un peu les années, c'était aussi à l'époque de Goodfellas, mettons. Un film que j'ai jamais vu encore, mais c'est des films d'hommes, de gangsters et tout ça, de gangsters, ça m'a jamais vraiment intéressé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens dans le monde qui vouent un culte à The Godfather, que moi j'ai trouvé ça plate à mort et j'ai jamais vu le 2, jamais vu le 3, puis ça m'intéresse pas. Peut-être qu'un jour je vais changer d'idée, je sais pas. Mais beaucoup de films qui sont vus par une certaine frange d'amateurs de cinéma que je considère peut-être un petit peu trop macho, qui ne s'intéressent pas aux films de femmes. Et Le secret dans la sauce, c'est un peu
c'est un des meilleurs, dans le fond, pour moi, parce que tu as 4 actrices tout à fait géniales qui. Puis, tu sais, l'histoire est tellement bien racontée, le scénario est écrit là, de manière. C'est soigné, c'est intelligent, c'est. Tu sais, je sais pas comment comment les deux timelines comment tout est structuré. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis tu sais, c'est venu cimenter un peu vraiment là, mon intérêt pour les histoires de femmes. C'est pas peut-être une grosse influence là, à vos yeux, mais pour moi, ça reste que c'est un film qui a marqué ma vie. Puis je, c'est ça. J'en parle toujours en bien. Puis j'ai des scènes là, qui me jouent souvent dans la tête. Puis je veux dire, je sais pas quoi en dire. C'est juste trop bon. J'ai l'impression que les gens prendront peut-être pas ce choix-là au sérieux en disant, ben, Secret dans la sauce, c'est un film de filles, tout ça. En fait, c'est ça, c'est l'impression que j'ai que certains hommes vont avoir juste en écoutant cette vidéo-là, puis en entendant ce choix-là, vont dire, c'est de la merde, ce style de film-là. Mais c'est pas, non, moi, non. Puis, c'est ça, ça me frustre, juste ou c'est peut-être juste un préjugé de ma part, mais ça reste que j'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, qui vont juste rejeter du revers de la main des films qui ont un casting principalement féminin, juste pour cette raison-là. Puis moi, ça me frustre. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gars, des petits machos ridicules, là, tu sais, qui veulent pas accorder d'importance aux films de filles, aux films de femmes. Puis, ben, en faisant ça, ils se rendent juste plus ridicules parce qu'ils devraient s'ouvrir à ce genre de trucs-là. Parce que ça nous ouvre les yeux en tant qu'hommes. Et c'est ça, les femmes sont. C'est la moitié du monde, là, je veux dire, c'est la moitié de l'humanité. C'est ridicule de pas. C'est stupide de ne pas les prendre au sérieux puis de ne pas prendre les œuvres qui parlent d'elles ou qui sont racontées par elles au sérieux. T'sais. En tout cas, juste mon opinion. Numéro 2, Jésus-Christ Superstar. Un autre film des années 110 qui en fait, son influence, c'est un film que j'ai écouté à peu près, si j'arrondis, là, à peu près 3 millions de fois dans ma vie. Non, j'exagère à peine, mais, mais c'est un film qui représente mon amour des années 70, de cette culture-là, de la musique rock, parce que c'est basé sur un opéra rock, et donc c'est tout chanté, puis c'est de la musique rock tout le long. Le linge, les coiffures, c'est le film en 93 ou 94 qui m'a comme incité à vouloir avoir les cheveux longs. Quand j'ai vu ce film-là la première fois, je me suis dit, oh boy, je veux avoir les cheveux longs. Puis je les ai eu longs à ce moment-là. Puis c'était. Non, tu sais, moi j'étais un jeune au début des années 90 qui. Pas au début, mais tu sais, milieu des années 90 qui se calissait totalement de tout ce qui se passe, de tout ce qui jouait à la radio. Nirvana, Pearl Jam, tout le grunge, tout ça, ça m'a jamais intéressé. On était en 94, 93, 94, 95, 96, tout ça, puis moi, j'écoutais du rock progressif, j'écoutais du Yes, Genesis, tout ça, puis Jésus-Christ Superstar, puis en tout cas, j'écoutais toutes sortes de trucs qui étaient vraiment pas à la mode. Et ben, ce film-là représente ça. C'est une part de ma personnalité, une très grande part, parce que j'en écoute encore beaucoup de rock des années 70. Puis c'est ça, ce film-là reste une très, très grosse partie de ma vie. Il a joué un grand rôle, puis tu sais, je veux dire, de différentes manières. J'ai été voir le show deux fois, le show de Jésus-Christ Superstar. Les 2 fois que je l'ai vu, c'était avec l'acteur Ted Neely qui joue Jésus dans le film. Et c'est genre beaucoup plus tard, là, je l'ai vu en 2007 et en 2009, 2011, 2010, je sais plus. 2007, quand je l'ai vu, c'était avec mon père puis ma mère. Puis c'est le dernier show, en fait, que j'ai vu avec mon père avant qu'il décède. Puis, 2008, je me suis trompé, désolé. Février 2008, parce qu'il est décédé presque un mois plus tard. C'est ça, c'est le dernier show que j'ai vu avec lui à Montréal, à la Place des Arts. C'était avec Ted Neely qui jouait Jésus, comme dans le film. Puis ça a été un moment... C'est un amour que je partage pour ce film-là, un amour que je partage avec mes parents. Et c'est ça, ça a quelque chose de spécial pour moi, pour ça, pour cette raison-là. Et mon numéro 1 est West Side Story, qui, la plupart des gens qui me connaissent le savent, mon film préféré de tous les temps.
Ce film-là, en fait, la manière qui m'a influencé m'a ouvert les yeux aux beautés du cinéma, même si je dois avouer que je l'ai vu les premières fois à la télé, en écran carré, là, pas rectangulaire, pas widescreen. Euh, mais ça m'a ouvert les yeux sur comment faire tu sais, un cinéma qui est sérieux, qui est découpé. Là, tu sais, je veux dire, c'est une leçon de montage, de direction photo, c'est ce que je veux dire en fait. C'est ça, c'est une leçon de cinéma en soi. Euh, Puis les chorégraphies là, sont travaillées au quart de tour. Là, tu sais. Puis quand on regarde les documentaires à propos de ce film-là, on apprend tu sais, que même les respirations des danseurs sont calculées, sont chronométrées. Il y a quelqu'un sur le plateau qui est là puis qui tape le beat sur lequel ils doivent respirer. C'est un travail monumental. Puis c'est ça, moi ça me fascine de regarder des documentaires là-dessus. Puis c'est ça, les chansons. C'est aussi un film qui m'a influencé sur mon amour du jazz, je pense. Parce que c'est très très jazzé. C'est une musique composée par Leonard Bernstein, qui est un compositeur et un chef d'orchestre très très réputé. Et sa musique est totalement avant-gardiste. Il n'y a rien à l'époque qui ressemblait à ça. Il n'y a rien de nos jours qui ressemble à ça non plus. C'est un film unique, c'est ça, dans sa musique, dans la manière que c'est fait. Tu peux faire un film à la facture non réaliste parce qu'on nous présente un New York. Oui, c'est tourné dans certaines rues de New York, mais il y a aussi beaucoup de travail de studio et ça donne un univers qui n'est pas tout à fait réaliste, mais c'est son propre monde en soi. Mais l'histoire est réaliste parce que c'est basé sur des trucs réels de l'actualité de l'époque, les gangs de rue et tout ça. Il y a eu d'autres films de gangs qui ont été faits par rapport à ces histoires-là des années 50 et 60 à New York, des guerres raciales et tout ça. Donc ce film-là est planté dans l'actualité, mais n'empêche que c'est très très dramatisé. C'est Roméo et Juliette transplanté à New York dans les années 50 et c'est ça, ça vient mélanger tout mon amour du théâtre, du cinéma, de la musique. Tout ça est condensé en un film. Les performances sont géniales, les voix sont superbes, émotionnellement, ça te prend au cœur. Et pour moi, ça reste le film parfait. Donc, voilà. Et c'est ce qui conclut mon top 10. J'espère que cette fois-ci, contrairement à mon vidéo précédente, j'en ai pas oublié. Mais comme je disais, je suis très nerveux et je combats ça tout le temps. Et donc, vous pouvez me retrouver au podcast le bras de fer des films.com, sur le podcast aussi horrorgamer.com. Et, et donc, ben, c'est ça. Merci d'avoir regardé et on se revoit bientôt. Bye.